Mon père aime bien organiser, si possible chaque année, une réunion de famille à laquelle il convie tous ceux de mes enfants qui peuvent y participer, ses fils, etc. Et il y a quelques années, l'une de mes filles y participait, une fille dont je me sens très proche, on va dire. Et lors d'une des soirées où il y a un peu ce genre de jeu de la vérité, où on pose des questions et puis chacun est appelé à répondre le plus sincèrement possible, la question qui était posée, c'est quel souvenir avez-vous de votre père? Elle a répondu qu'elle se souvenait avoir peur. Peur de moi, quoi. Que c'était le souvenir qui lui restait de son père. En tout cas, c'est le premier souvenir qui lui venait à l'esprit, qu'elle avait eu peur de moi. Et ça m'a complètement surpris et interpellé et bouleversé, parce que j'avais aucune conscience que ça puisse être ça, le souvenir qu'elle garde de moi, quoi. Mais rien à foutre, c'est ton problème. Non, c'est c'est ton problème. c'est mon problème. Non, c'est ton problème. Fous-moi la paix. Quand j'explosais de colère, en cassant, en hurlant et hélas aussi souvent en insultant la personne qui était la cible de ma colère, comme je vis avec moi depuis toujours et avec ce côté-là de moi qui est d'exploser périodiquement, ok, c'est pas chouette et c'est pas bien d'avoir ces crises de colère, mais puisque j'aime les gens, que je présente des excuses et que par ailleurs ils doivent bien sentir quand je ne suis pas en crise, ils doivent bien sentir que je les aime et que je peux le montrer de manière chouette aussi, finalement ils doivent se dire ok, on a compris, Gilles il est comme ça, donc quand il pète les plombs, c'est pas grave, on va pas le prendre trop grave puisqu'on sait bien qu'après il s'excuse et qu'il y a d'autres moments chouettes. Et donc à partir de là, on fait tout faux, quoi, parce qu'on ne prend absolument pas la mesure de l'impact destructeur que ça peut avoir. Comme on dit, ok, être colérique c'est pas bon, eh bien donc, et qu'on a a priori évidemment pas envie de ne pas être bien, et qu'on a envie malgré tout de plaire à ses parents, etc., on se dit non, moi je fais ce qu'il faut pour pas être colérique, et si je pique une crise de colère, en tout cas, non, ce n'est pas moi, quoi. La maltraitance des enfants, une douloureuse histoire qui dure. Longtemps, sous nos latitudes, l'enfant s'est vu nier le statut de personne à part entière, égale à l'adulte en droit et en dignité. Walter Maffly en porte encore les stigmates dans l'âme et dans la chair. Aujourd'hui centenaire et peintre reconnu, Walter Maffly a vécu l'orphelinat au début du siècle dernier. Suite à des difficultés familiales, il y reste 10 ans, de 1921 à 1931, entre sa 6e et sa 16e année. À l'époque, les orphelinats s'appelaient maisons de redressement. Tout un programme. Nous, on était une bête, plus bas qu'une bête. La vie ne compte pas. D'ailleurs, il y en a un qui est mort, mais on n'a pas dit qu'il était mort des coups qu'il a reçus. Il s'appelait Dreyer. Il est mort, oui, il avait 13 ans, 12 ans, comme ça. Mais c'est camouflé, on n'a rien dit. Il est mort, oui, il a eu la grippe. Oui. La Convention des droits de l'enfant est de 1989. La Suisse l'a ratifiée relativement tardivement en comparaison internationale en 1997. On a des motions parlementaires qui demandent la non-violence et l'interdiction, par exemple, d'une claque.
Et on n'arrive pas à la faire passer. Donc il n'y a pas une volonté politique à vraiment respecter les droits des enfants. On n'est pas les premiers de classe. Et la Suisse vient de passer devant le Comité des droits de l'enfant qui a fait une 50aine de recommandations pour une meilleure application. Au niveau politique, sur le plan national, cette prise de conscience n'est pas présente. Je rappellerai simplement que la Convention des droits de l'enfant a été ratifiée avec une réserve à l'article 5 qui donne le droit aux parents de régler la situation avec les enfants. Une prise de conscience politique serait pourtant salutaire, autant pour le coût humain que représente la maltraitance des enfants que pour son coût économique. Quand je pense à l'enfant qui a été battu, qui a été victime par exemple aussi de violences psychiques, c'est un enfant qui sera moins bien intégré scolairement, qui dérapera éventuellement scolairement, qui engendrera des coûts d'accompagnement, éventuellement il faut accompagner les parents aussi, donc c'est des coûts d'aide psychologique qui seront là, à la charge de la communauté, à la charge des assurances éventuellement, mais surtout à la charge de la communauté. Selon des estimations internationales prudentes, un enfant sur 5 serait victime de mauvais traitements aujourd'hui. En Suisse, les cas de violences dénoncés révèlent que près de la moitié des victimes ont moins de 6 ans. Et sans doute n'est-ce que la partie émergée de l'iceberg. Il y a énormément de cas qui ne sont pas dénoncés, ni par le corps enseignant, ni par les responsables de la petite enfance, par crainte des pressions des parents. Donc ce n'est effectivement que le sommet de l'iceberg. Dès le moment où il y a une suspicion de maltraitance, les parents se ferment. Ils ne sont plus accessibles à l'entourage. Donc si vous voulez travailler avec les parents, vous êtes obligé d'avoir une autre approche et ne pas dénoncer l'enfant. Donc il y a cette volonté en fait d'approcher les parents sans les dénoncer pour protéger l'enfant, mais aussi pour protéger d'une certaine façon la famille. D'où la crainte que le nombre de cas est beaucoup plus important en fait de maltraitance que ceux que l'on connaît effectivement, qui sont des cas extrêmes qui arrivent à être, disons, accompagnés par les médecins. En matière de violence contre les enfants, chacun pense immédiatement aux violences physiques au nombre desquelles les abus sexuels et verbales. Il y en a d'autres cependant, moins spectaculaires, mais tout autant reconnus officiellement. La négligence, c'est quand même le problème. Alors je ne sais pas quel terme il faut utiliser. Négligence, carence, déprivation, c'est-à-dire tous les enfants qui vivent dans la solitude, dans l'anonymat des soins, dans la rupture des liens, et que là, au fond, on fracture l'être dès son origine, parce que l'enfant est inachevé de naissance, il a besoin de l'autre, et il a besoin que l'autre lui réponde, il a besoin de l'acte de l'autre, de l'action de l'autre. Pour un bébé tout seul, ça n'existe pas, il ne peut pas se développer tout seul. Il a besoin de ce lien, c'est au fond la réponse de l'autre est primordial. Lorsque j'avais 8 ans, un jour en rentrant de l'école, avec mon frère, on a trouvé mon père à genoux sur ma mère en train de la rouer de coups. Mon frère l'a attrapé, l'a dégagé de ma mère, et j'ai attrapé la poêle à frire sur la table de la cuisine, et je l'ai frappé avec à la tête. Imaginez-vous un enfant de 5 ou 6 ans, qui voit le matin au réveil sa mère battue, sa mère saignée, et ensuite qui part à l'école. Est-ce qu'il sera dans un état d'esprit suffisamment bien, disponible à apprendre ce qu'on veut bien lui inculquer? Non. Il y a la violence physique, en effet, qui est bien identifiée. Les négligences sont aussi bien identifiées. Les violences sexuelles, donc les actes sexuels sous contrainte ou avec des différences d'âge énormes sont bien clairs. Puis restent ces violences un peu moins perceptibles qui sont la violence psychologique et la violence verbale, qui ça par exemple sont beaucoup décrits par certains enfants dans la classe, quand tout d'un coup un enseignant par exemple prend un enfant en grippe, ou quand un groupe classe prend un enfant au bouc émissaire, et où ça c'est des violences moins perceptibles et qui sont vraiment faites de dénigrement, de prédictions catastrophiques, et qui ont souvent un impact énorme sur l'enfant parce qu'il ne peut pas prouver ce qu'il vit, il n'y a pas de trace de coup, mais il vit des souffrances majeures, un isolement extrêmement important. Papa ? Papa ? Papa ? Quoi ? Est-ce que je peux avoir un petit peu d'argent de poche ? Pourquoi faire ?
Et mes copines se moquent de moi pour acheter des choses. Non, c'est pas de ton âge. Mais s'il te plaît, mes copines se moquent de moi et disent que je suis pauvre. C'est pas mon problème, hein? Enfin, une dernière forme de maltraitance envers les enfants vient compléter les précédentes. Écoute, je suis occupé là, c'est bon, hein? On en parlera une prochaine fois, t'as pas besoin d'argent de poche, c'est tout. Les adultes peuvent exercer un autre type de violence sur les enfants qui sont les violences économiques, qui peuvent se manifester par des déprivations de vêtements, de nourriture, de récréation et d'argent de poche. Je reviens sur comment votre fille vous raconte vous racontait que ça se passait avec son papa. Elle m'a dit en tout cas, je veux plus que tu me laisses avec eux. Ils me tenaient même pas la main, ils m'enfermaient toute la journée dans la chambre. Et puis cet été, il y a eu un problème. Oui, il y a eu qu'elle a raconté les choses ou des retours de vacances ou avec ma... Où est-ce qu'elle a raconté au retour de vacances? Ouais, bah non, qu'elle a dit que je m'étais pas occupé d'elle comme il faut, que la petite, elle avait dit que c'était pas... qu'elle avait passé de mauvaises vacances, des choses comme ça, mais tout ça après, c'est nouveau, c'est des choses qu'elle met dans la tête de la petite. Et la petite, elle raconte, c'est pas compliqué de faire mettre des choses dans la tête d'un enfant de 7 ans, c'est pas compliqué. Au-delà des nomenclatures toutefois, à quoi, pratiquement, peut-on reconnaître un enfant gravement maltraité? C'est des enfants qui, par exemple, avaient une vie sociale chouette et qui, tout d'un coup, vont s'isoler socialement, vont plus voir leurs copains, vont systématiquement refuser d'aller chez quelqu'un chez qui ils aimaient bien aller, vont se mettre à manger plus ou à plus manger, vont présenter des troubles du sommeil, vont se négliger au niveau physique et du jour au lendemain mettre n'importe quel habit, veulent plus se laver, ne se brossent plus les dents, s'arrachent les cheveux. Là, on peut dire avec certitude que l'enfant subit ou vit des maltraitances et puis que c'est vraiment important de le prendre en considération. Bien sûr, pour diagnostiquer une maltraitance, un acte isolé ou épisodique ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une répétition chronique de la violence. Là où cela se complique pour les enfants victimes, c'est que leurs bourreaux appartiennent au cercle familial proche dans 80% des cas. La maltraitance envers les enfants serait-elle ainsi le miroir de nos dysfonctionnements familiaux? Alors effectivement, je crois qu'on peut voir les choses de cette façon-là, dans le sens où on a identifié un certain nombre de causes au mauvais traitement envers les enfants. En premier lieu, le vécu des parents qui ont peut-être eux-mêmes été victimes de mauvais traitements et qui reproduisent ce schéma éducatif sur leurs propres enfants, sachant pas comment faire autrement. Il y a aussi un père, une mère qui peut souffrir d'une maladie psychiatrique qui l'empêche de reconnaître les besoins de son enfant et de répondre adéquatement à ses demandes et d'utiliser de la violence. Souvent, en investiguant et en questionnant ces familles, on découvre qu'il y a des violences, pas seulement sur la personne qui a été identifiée comme victime, mais qu'il y a d'autres violences qui sont vécues dans la famille, souvent transgénérationnelles aussi. Et je pense qu'on ne peut vraiment pas faire de règles. On a autant de violences sexuelles que de violences psychologiques, que de violences physiques, et puis tant sur les enfants qu'entre adultes. Suite à des violences verbales avec ma conjointe, qui a débordé sur des violences physiques. On avait des enfants autour de nous, mais on ne le voyait pas. Et ce qui m'a fait réagir, c'est que j'ai entendu ma fille pleurer alors qu'elle était juste à côté. Ça m'a renvoyé de mon passé, quand je me retrouvais comme témoin des disputes de mes parents. Et puis qu'ils ne prêtaient pas attention qu'on soit là, puis que ça nous blesse, et puis que ça m'est toujours resté, que j'ai jamais voulu... Je me suis toujours dit que je ne voulais pas faire la même chose. Et dans ces moments-là, j'ai vu que je reproduisais exactement ce que mes parents faisaient. À partir de là, un enfant maltraité, un enfant traumatisé, c'est pas seulement un enfant qui est touché, c'est aussi une lignée. Alors il y a des études qui ont été faites, d'ailleurs ici à l'EPFL, notamment par ma collègue, la professeure Carmen Sandy, qui montrent que des souris qui ont été soumises à des stress
post-nataux, par exemple l'odeur d'un prédateur comme un chat, ou enfin tout stress. Non seulement à l'âge adulte, les femelles à l'âge adulte sont plus stressées, mais leur progéniture a aussi ces caractères de stress plus élevés, basés sur un stress que la mère a eu pendant son enfance. L'enfant se construit sa vision du monde à partir de ce qu'il voit dans la famille. Alors moi j'ai une fillette qui me disait un jour, j'ai jamais compris que ce que je vivais à la maison n'était pas normal, parce que quand on était à l'extérieur, mes parents étaient tout gentils, comme les autres parents, donc j'ai construit dans ma tête l'idée que dans toutes les familles c'était horrible quand il y avait personne, et puis que c'était chouette quand il y avait du monde. Je raconte souvent l'histoire d'une jeune mère que j'ai connue il y a quelques années, qui avait été victime pendant toute son enfance de mauvais traitements de la part de ses parents et qui m'a dit je sais bien, docteur, qu'il ne faut pas battre ses enfants, mais vous savez, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire autrement. La violence nous concerne tous. Nous sommes tous à risque, une fois dans notre existence, d'exercer des violences. Ça peut être des personnes de tout âge, évidemment de sexe féminin ou masculin, des personnes de toute couche sociale. Les parents auteurs de violences se positionnent souvent comme victimes et que donc l'enfant se sent en devoir de protéger son parent. Et puis il ne faut pas le dire aux gens à l'extérieur non plus. Hein, tous ces gens qui sont dehors, ils ne comprendraient pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas assez de chance d'aimer comme ça. Alors ils seraient jaloux. Puis ils m'en voudraient. Alors ils seraient très fâchés. Puis ils m'enverraient peut-être en prison. Et le parent dit, mais si tu parles de ce que je t'ai fait, tu vas être mis en foyer, ce sera la fin de ma vie, je t'aime tellement, sans toi je ne pourrais pas exister, ce que font aussi d'ailleurs les auteurs de violences conjugales. Et les enfants se sentent un devoir d'amour et de protection à l'égard de leurs parents. Et là, alors, ils sont dans des loyautés très fortes. J'ai subi des violences moi-même dans la mesure où j'ai été abandonné quand j'étais bébé, que j'ai passé... De nouveau, j'ai été abandonné. Alors après, ça ne veut pas dire que mes propres parents étaient des salauds. Non, ils ne l'étaient pas. Ils étaient eux-mêmes dans des situations très particulières qui ont fait qu'on peut comprendre que ça se soit passé comme ça et pas autrement. Mais évidemment, pour le bébé qui est abandonné à 6 mois, il n'a aucun moyen de comprendre quoi que ce soit. Il se sent juste abandonné, point barre. Donc oui, j'ai subi, on va dire, des violences dans la mesure où j'ai été abandonné quand j'étais bébé. Je suis resté 2 ans et demi à l'orphelinat. Après, j'ai été adopté par des gens qui m'ont, bien sûr, j'en suis convaincu aujourd'hui, aimé du mieux qu'ils le pouvaient, mais qui portaient eux-mêmes des traumatismes, ce qui fait que, voilà... Et j'ai aussi été abusé sexuellement par des gens qui normalement auraient dû avoir la charge de prendre soin de moi quand j'étais en internat, quoi. Voilà, donc oui, j'ai subi quelques violences moi-même, quoi. Bien sûr que c'est absolument indispensable de s'occuper aussi des auteurs de maltraitance, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les victimes iront mieux s'il y a une reconnaissance par les auteurs de la maltraitance, et donc ils vont moins reproduire les schémas de maltraitance par la suite. Donc, les autres raisons, c'est que ça évitera la transmission transgénérationnelle de modalités de relations maltraitantes. Même si 2/3 des enfants victimes ne deviennent pas bourreaux une fois adultes, quand on se découvre maltraitant potentiel ou avéré, existe-t-il des endroits où chercher de l'aide en Suisse sans risque de se voir automatiquement inculpé ou retirer la garde de ses enfants? Vous êtes monsieur ? Pachou. Chaque parent concerné par cette problématique peut faire appel au service de protection de la jeunesse de son canton qui pourra lui offrir de l'aide et répondre à ses questions. Alors nos assistants sociaux ont déjà rencontré la personne concernée, l'enfant aussi concerné lorsque celui-ci peut être entendu et évaluer donc justement la situation et voir quel type d'aide la famille a besoin. Suivant le type d'aide nécessaire, on va pouvoir orienter sur un accompagnement en milieu éducatif, à domicile peut-être, pour pouvoir permettre aux parents de pouvoir répondre le plus adéquatement possible à des sollicitations du mineur concerné et éviter des passages à l'acte lorsque des situations sont trop explosives.
Souvent, la souffrance, c'est ce qui est le déclencheur des violences. Et souvent, les personnes auteurs de violences n'ont pas conscience de ce mécanisme-là. C'est-à-dire qu'elles vont se sentir agressées, blessées, maltraitées par l'autre. Et ça va déclencher des violences de leur part. Ah bon? Qui va m'interdire ça? Je t'emmerde, ok? Je t'emmerde, voilà! Je t'emmerde! Dégage! Donc nous, notre travail, ça va être de les soutenir à aller à la découverte finalement de leurs ressentis, de leurs émotions, et d'apprendre surtout à les exprimer de façon différente que par des actes de violence. C'est la phrase de Jean-Paul Sartre qui, moi, m'interpelle et m'accompagne, qui est « On n'est pas responsable de ce qu'on nous a fait, mais nous sommes responsables de ce que nous en faisons ». Ok, on a été victime de maltraitance, c'est regrettable, ça peut permettre de comprendre pourquoi certains processus malheureux se mettent en place, mais à un moment donné, il faut prendre sur soi de dire « Ok, maintenant, ça suffit. Il faut que j'apaise ça. » À côté des différents moyens mis en œuvre pour secourir les victimes de maltraitance, des pistes existent donc pour aider les maltraitants eux-mêmes à ne plus passer à l'acte. Néanmoins, le nombre de cas de violence contre des enfants recensés par les hôpitaux pédiatriques suisses ne cesse d'augmenter. Alors, quels que soient les efforts entrepris, la maltraitance des enfants serait-elle une fatalité ? Non, je pense que c'est vraiment pas une fatalité. Je pense qu'on peut vraiment œuvrer pour une société où il y aura plus de respect, mais aussi plus de moyens pour guider et élever sans violence, pour interagir sans violence, mais sans que ça devienne non plus trop pseudo ou trop, je dirais, un abandon de ses responsabilités, de contenir quand même un peu le parcours de l'enfant vers l'âge adulte. Je crois que si les chiffres concernant la maltraitance augmentent, ce n'est pas parce que la maltraitance elle-même augmente, c'est parce qu'elle est mieux détectée. Je crois que les professionnels sont plus sensibilisés à cette problématique et c'est la détection qui se fait de façon meilleure que par le passé. On a même, et on peut le voir de façon un petit peu optimiste, des signes qui montrent que dans certains types de mauvais traitements, les chiffres sont en diminution. Je pense réellement qu'on ne peut pas réécrire l'histoire, mais au moins, si un processus réparateur peut être enclenché, et je l'espère de tout cœur pour les enfants qui sont victimes de ça, je pense que ça inclut aussi que ceux qui leur ont fait du mal puissent leur dire « Oui, je reconnais que je vous ai fait du mal et je reconnais l'ampleur que ça peut représenter pour vous. » Alors voilà pourquoi j'ai envie de témoigner ainsi. Je pense qu'on maltraite quand on a une carence d'amour et que tout ce qu'on peut faire pour essayer de permettre aux victimes et aux auteurs de se sentir aimés et ensuite de pouvoir redonner cet amour est probablement un acte qui fait de la bonne prévention dans la société. Même si des histoires s'écrivent de façon difficile et douloureuse, malgré tout, on peut toujours en faire quelque chose de mieux. Et que même dans les douleurs intenses dont on peut hériter, la vie ne s'arrête pas là, quoi. Et ne se réduit pas à ça. Et on peut trouver des moyens, avec le bagage aussi lourd soit-il, de continuer d'avancer. Mais je pense que ça nécessite le concours de tout le monde, y compris de ceux qui ont fait du mal, quoi. Voilà. Et la souffrance n'est pas une fatalité irrémédiable. On peut en faire quelque chose, quoi. Voilà, on peut en faire quelque chose. Et mes enfants dans tout ça. 2 filles magnifiques que j'aime plus que tout. Aujourd'hui encore, je ressens leur angoisse du passé. Papa, je t'en supplie, ne t'énerve pas. Cette phrase résonne dans ma tête à m'en faire mal. La cellule familiale devrait être un sanctuaire où les personnes qu'on aime se sentent en sécurité pour se développer, se construire. Et la récompense, c'est le plaisir d'être ensemble, d'avoir cette relation privilégiée avec ces êtres uniques. Aujourd'hui, nous avons trouvé une paix mentale, émotionnelle, une vraie force pour se reconstruire car nos plus belles années ne sont pas derrière nous, mais sont celles qui nous restent à vivre.